Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on revient à la base. On discute toujours avec nos invités de c'est quoi leur vision de la transformation numérique, mais on s'est rendu compte que nous, on ne vous a jamais partagé notre vision à nous. Donc, Jonathan, oui. C'est quoi pour toi la transformation numérique? Direct de même. Hop, clac, clac. Pas d'introduction plus que ça, on saute dans le vif du sujet. Parfait. Bien, avant de parler de ma définition ou de ma vision, je vais parler un petit peu de mon parcours pour le faire cadrer. C'est que moi, j'ai un parcours où je suis vraiment parti de la technologie. Donc, j'ai commencé mes études pour être technicien en informatique. Là. OK. Fait que je suis vraiment parti d'une vision très, très, très technique. Et après ça, j'ai évolué de plus en plus à travers ma formation, à travers mon parcours professionnel, pour me diriger de plus en plus. Ben, l'enjeu, elle n'est pas technique, elle est humaine. Donc, l'enjeu, c'est pas... L'enjeu que moi, j'ai perçu dans la transformation numérique, c'est pas nécessairement de mettre une technologie en place, c'est de trouver la façon de permettre aux gens de s'y adapter. Ouais. Puis d'être capable d'être fonctionnel ou d'être efficace avec la technologie. Donc, ma vision est beaucoup teintée de ça. Où on parle souvent, on est beaucoup trop technocentré. Justement, je suis quelqu'un qui est parti d'une vision très technocentrée puis qui est sorti de cette vision-là. Et c'est pas... moi, j'aime bien le terme parcours parce que c'est quelque chose qui peut avoir un début. On peut décider de s'engager dans une transformation numérique, mais c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fait que à partir du moment que tu commences la démarche, il n'y a plus de retour en arrière. Si tu fais non, c'est pour ça qu'on appelle ça une transformation. Il n'y a plus de retour en arrière. Tu débutes la transformation et tu continues sur cette voie-là perpétuellement. Fait que moi, il y a une citation d'une entreprise qu'on a reçue d'ailleurs dans notre balado, là, qui est, dans le fond, la transformation numérique, c'est de l'amélioration continue avec du numérique. Ouais. Fait que c'est vraiment... Puis j'aime beaucoup l'aspect philosophique de l'amélioration continue où ce qu'on dit, on va aller améliorer des petites choses, évidemment toujours avec une vision ou un alignement, là, mais on va aller rajouter des petites choses graduellement. Puis au fur et à mesure qu'on va rajouter des petites choses, les bénéfices vont venir après. Ouais. Puis là, je vais être teinté un peu de mes lectures actuelles. Là. Je suis en train de lire un livre là, qui s'appelle « Un rien peut tout changer ». Pour ceux qui le connaissent, là, en anglais, c'est « Atomic Habits ». Puis ça a rapport avec l'amélioration continue dans le sens que la vision qui est amenée dans ce livre-là, c'est que si tu améliores 1% ou 1,5% à chaque jour, c'est ça qui va faire la différence au final. Ouais. C'est les petites habitudes, c'est les petits éléments qui vont faire que ça va progresser. Fait que c'est un peu ça, ma vision de la transformation numérique. Fait que c'est un parcours qu'on décide de prendre. On décide de commencer à adopter des technologies pour travailler. Ce qui est important, c'est d'être capable d'adopter ce changement-là pour progresser de manière continue. OK.
Je vais donner un peu, moi, ma vision, puis après ça, on échangera ensemble. Mais je pense qu'il s'entrecoupe beaucoup notre façon de penser. Là. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, puis que le gym numérique a un fil conducteur aussi clair. Mais quand je fais des présentations sur la transformation numérique, puis quand je dis quand, ben, c'est parce que ça fait quelques années que avec la recherche, etc., j'ai eu à mettre de l'avant la définition de la transformation numérique. Puis, soyons honnêtes, quand tu tombes dans les définitions, il y en a une panoplie, puis tout le monde essaie de se distinguer un peu. Moi, je l'ai comme mâché un peu en mes mots, puis j'utilise tout le temps le fait que c'est l'utilisation des technologies numériques pour permettre à un système d'être connecté, intelligent, puis de partager des données en temps réel. Fait que ça, c'est vraiment le théorique de ma définition. Mais quand je le mâche en mes mots, pour moi, puis là, je vais être teintée en génie industriel, c'est ça, certain. Oui. C'est ça mon background, c'est de là que je viens. Je prône l'amélioration continue à tous mes projets. Je trouve que ça peut faire une énorme différence sur des gains en entreprise. Donc, un peu comme toi, pour moi, la transformation numérique, c'est juste la continuité de l'amélioration continue à l'ère des technologies. Tu sais, dans le sens... L'amélioration continue, ça n'arrive pas d'hier. Là, c'est vieux comme ça n'a pas de bon sens. Le principe est clair. Éliminer tout type de gaspillage pour améliorer la quantité de tâches à valeur ajoutée que tu fais et donc améliorer ta performance, ta productivité, ton efficacité, ton efficience, etc. T'sais. Donc, pour moi, la transformation numérique, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment une transformation. Quand tu embarques dedans, tu ne reviens pas en arrière, tu continues d'avancer dans cette optique-là. Mais pour moi, c'est un peu l'état de l'amélioration continue aussi, dans le sens, tu ne fais pas de l'amélioration continue une fois par année. Tu en fais un peu tous les jours. Quand il y a une problématique qui soulève, tu cherches une solution proactive pour trouver une solution qui va permettre d'éliminer ta problématique, etc. Donc, pour moi aussi, la transformation numérique, c'est l'amélioration continue à l'ère des technologies, mais c'est aussi une vision sur du long terme. C'est pas parce que demain matin, j'implante une technologie que tous mes problèmes seront réglés. Cette technologie-là va demander des améliorations, des ajustements, de l'adaptation. Puis l'évolution de la technologie, comme on la connaît aujourd'hui, qui est très croissante, qui en a de plus en plus, va me demander constamment de me repositionner sur est-ce que la technologie que j'utilise actuellement est la bonne pour moi? Est-ce que c'est la plus efficace? Est-ce que je pourrais l'adapter? Est-ce que je pourrais la changer? Est-ce que je pourrais la combiner à une autre technologie pour lui permettre d'aller chercher un plus grand gain de productivité? Donc, c'est sûr que pour moi, la transformation numérique, c'est continuer de s'améliorer au sein de notre entreprise continuellement. C'est sûr que quand je commence à penser aux technologies, parce que bien sûr, dans l'ère de la transformation numérique, les technologies vont venir comme outil à notre objectif. On l'a répété beaucoup dans nos épisodes de la dernière année, mais une transformation numérique, on ne la fait pas juste pour devenir numérique. On la fait parce que ça nous permet d'approcher d'un objectif qui a été ciblé au sein de ton entreprise. Fait que pour moi, ça, c'est critique. C'est pour ça que je ramène vraiment la transformation numérique au niveau de l'amélioration continue, parce qu'au bout du compte, quand je fais de l'amélioration continue, c'est pour devenir plus performant, plus rentable, livrer plus en moins de temps. C'est pour continuellement m'améliorer. Puis je pense que la transformation numérique a le même objectif. Ça me permet de continuer de m'améliorer, de continuer de livrer plus rapidement, de meilleure qualité, des meilleurs produits, de faire plus, d'être plus rentable, d'améliorer ma pérennité dans le temps avec l'aide des outils technologiques. Oui. Mais ça revient au fait que je prends des décisions en transformation numérique axées sur mon objectif, qui est celle ciblée en entreprise. Oui. Puis, plus il y a de technologie, plus l'aspect d'interconnectivité prend tout son sens, de la définition que je vous ai dit au début, des systèmes connectés et intelligents. Je veux que mes systèmes... Puis quand je dis système, oui, il y a les technologies, oui, il y a mes logiciels, mais il y a aussi les intervenants humains. Je veux que tout cet environnement-là, ces parties prenantes-là, puissent être connectés ensemble, puis qu'ils puissent interagir dans un style d'équipe en vue d'améliorer la performance de mon entreprise. Fait que c'est sûr que l'aspect humain, pour moi, reste au centre de la transformation numérique, comme l'aspect humain est au centre de l'amélioration continue, tu sais. Mais tu l'as bien dit, pour moi, c'est vraiment une vision à long terme. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions que je vais prendre pour ma transformation numérique ont un gain demain matin, mais sont peut-être une action importante et critique
pour le maintien de ma rentabilité dans le futur. Tu sais, quand on parle de changer un logiciel, là, souvent, le logiciel demain matin, il est difficile à implanter, il mobilise beaucoup de ressources, Oui. tu as beaucoup de choses à faire avant le go live, puis après go live, tu as beaucoup de problématiques à gérer. Oui. Tu sais. Fait que tu achètes pas le logiciel en vue de « Hey, c'est une victoire », mais tu achètes le logiciel en disant « Dans quelques années, il faut que je sois capable de réagir à mes clients, à leurs demandes, à leur réactivité. Il faut que je sois capable de réagir à ma qualité sur le coût pour pas avoir à faire du rétrofit plus tard. » Fait que tu sais, c'est des décisions axées sur la performance à long terme, tout en continuant de faire de l'amélioration continue à court terme sur tes solutions, que ce soit technologique ou non technologique. Et je pense que c'est un peu comme ça que je définirais ma vision de la transformation numérique. C'est sûr que je pense qu'on s'entrecoupe beaucoup. Oui. On a tous les deux utilisé le mot long terme, transformation comme étant une action à prendre et à entamer et suivre le fil, le parcours. Puis l'amélioration continue dans nos 2 points de vue quand même ressortis. Là. Oui. Toi qui viens un peu plus d'un monde, on va dire technologique, clairement, tu sais, ton background il est beaucoup plus axé technique et technologique que le mien. T'aurais-tu des exemples terrain qui ont fait que maintenant, ta vision a transgressé un peu plus vers l'humain, l'amélioration continue? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as désiré changer un peu ton approche ou même compris que l'approche purement technologique mène peut-être pas au résultat totalement espéré quand tu n'inclus pas les autres aspects reliés à l'entreprise? Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de te dire. Oui, c'est profond, mais... C'est très clair, mais j'ai un exemple d'une expérience que j'ai vécue. Je faisais de la consultation dans une entreprise manufacturière. On a implanté un système qui, justement, eux autres, il y avait une faible interconnectivité. Puis on a regroupé les données de plusieurs systèmes dans un même tableau de bord. OK. Puis là, on a implanté le système à différents postes de travail. Puis il y avait le bureau des superviseurs. Puis il y a un drôle de phénomène qui s'est passé, c'est que plus on était proche du bureau du superviseur, plus les gens ont adopté le nouveau système. Et plus on était loin du bureau, moins il y avait eu d'adoption. C'est bon. Puis le pire, c'est que le poste le plus loin, celui où on avait moins intervenu, celui où on avait moins véhiculé les changements, celui où on l'avait moins expliqué, ben ils ont carrément vandalisé le système. Ah, mon Dieu. Ils ont coupé le fil. OK, lui, il voulait rien savoir. Là. Il voulait absolument rien savoir. Puis moi, quand j'ai vécu ça, sur le coup, j'ai fait « Ouais, mais ils comprennent pas. » Puis là, après ça, j'ai fait « Non. » J'ai pas compris. J'ai pas compris qu'il fallait que je prenne le temps avec eux, puis le temps aussi de les écouter. C'est ça, j'allais dire. Parce qu'on avait été prendre l'information sur le poste qui était plus proche du bureau des superviseurs, qui étaient les postes les plus critiques aussi, là, c'est légitime. Ouais. Mais tu sais, c'est comme si... Puis le poste de travail où le système a été vandalisé, c'était aussi un poste où il était souvent négligé. Là. Fait ben, eux, ils ne se sentaient pas entendus, écoutés, puis ils se faisaient pousser des solutions dans la gorge, puis c'est comme ça qu'ils ont réagi. T'sais. Absolument. Puis, tu sais, c'est un des éléments de la philosophie de l'amélioration continue, là, aller marcher le plancher. Fait que c'est pas juste aller en bas des marches, là, c'est aller à l'autre bout de la shop, puis de faire... Un vrai état des lieux, là. Exactement. Fait que moi, cette expérience-là m'a fait réaliser à quel point c'est important d'impliquer les gens dans le changement. Puis ça a vraiment changé ma façon de voir que c'est pas juste parce que tu prends un système que tu sais qu'il est bon, parce que le système était fondamentalement bon. Ouais. Puis à terme, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde l'a adopté parce qu'ils ont vu la valeur à terme.
Mais ça ne suffit pas d'avoir un bon outil, ça ne suffit pas d'avoir quelque chose qui est mieux si on n'accompagne pas les gens dans cette démarche-là. Ah, puis tu sais, tu as utilisé 2 mots pour moi qui sont importants. Tu as dit impliquer, oui. Puis accompagner. Oui. Tu sais, c'est correct que les décisions viennent d'en haut parfois, mais je pense que l'état des lieux est critique. Tu sais, je pense que c'est important. L'état de ta culture est importante aussi. Tu sais, une culture établie où les gens se sentent écoutés, entendus, peut faire une énorme différence sur l'implication puis l'engagement des gens face à ta solution. Impliquer les gens, c'est pas juste les informer, c'est les impliquer. Oui. Leur proposer quelques solutions, leur poser des questions sur pourquoi eux, certaines actions sont des irritants, pourquoi d'autres sont moins des irritants, qu'est-ce qui est critique pour eux, qu'est-ce qui améliorerait leur opération pour eux, tu sais. Puis l'accompagner, bien, c'est OK, quand la solution est choisie, je vais t'accompagner à comprendre les bienfaits, comment elle fonctionne, je vais t'offrir la formation adéquate pour que tu te sentes à l'aise avec l'outil, je vais venir faire des touch points avec toi, on peut même faire des ajustements dans le futur. Fait que, tu sais, l'accompagnement, oui, a priori, mais a posteriori aussi, tu sais. Oui, très important. C'est ça. C'était pour moi, ça fait du sens. Tu sais, tu l'as dit, le système en soi était bon, mais ça veut... S'il n'est pas comme accepté et mis de l'avant par l'opérateur, le système ne vaut rien, tu sais. Non, absolument. C'est l'humain qui va permettre au système d'avoir de la valeur ajoutée. Ouais. Parce que, oui, ça se peut qu'on aille graduellement avec l'intelligence artificielle, la robotique, des usines 100% autonomes, mais on n'est pas là encore. On est encore puis même une usine 100% autonome a quand même des humains autour, tu sais. Qui vont la gérer, cette exact, tu sais, c'est juste que, OK, t'as plus de commis sur le plancher, t'as plus de soudeurs sur le plancher, mais la réalité, c'est que c'est pas un mastermind d'intelligence artificielle qui prend une décision de production. Ça va toujours rester un environnement en cohésion technologie-humain. C'est juste que l'humain va peut-être être redéfini dans ses tâches pour créer des tâches potentiellement plus à valeur ajoutée pour un humain que pour des tâches qu'un opérateur robot pourrait faire, tu sais. Absolument. Puis toi, Marie, as-tu une expérience comme ça? T'allais sauter à l'autre question? Non, là? j'allais prendre le bon de cette interaction parce que moi aussi, tu sais, j'ai beaucoup axé ma définition sur l'amélioration continue, etc., mais la première fois que je suis rentrée en entreprise avec vraiment le mandat ou la mission, on va dire, d'approcher de la transformation numérique. Et je dis bien approcher parce que l'entreprise dans laquelle j'ai fait ce projet-là était loin d'être en capacité de démarrer une transformation numérique. Ces préalables n'étaient pas en place. Okay. Donc, pour moi, c'était comme un billet de gloire parce que je venais de faire ma recherche, je savais comment les orienter, j'avais envie d'avancer dans cette direction-là, puis de leur donner les outils pour se sentir prêts à la faire, leur transformation numérique, puis à entamer ce monde-là, puis à continuer de s'améliorer, puis à se démarquer sur leur marché, puis à améliorer leur performance, puis leur productivité, puis... Et là, j'ai frappé un beau petit mur de professionnels qui se dit « Ah, vivement mes connaissances, je peux faire des miracles. » Et non, j'avais tous les outils pour les aider à se préparer, mais un avait été manquant dans ma recherche ou dans mon état des lieux de comment les entreprises se situaient, puis c'était tout par rapport au leadership. Dans le sens, c'est beau avoir les préalables en place, avoir l'argent en place. Si la vision du dirigeant n'est pas alignée, puis là, je vais bien définir ce que je veux dire. Le dirigeant m'avait embauché pour faire cet alignement, mais dans sa gestion de priorité, il n'était pas en mesure de prendre les décisions qui permettaient à cet alignement-là de se réaliser. Fait qu'après ça, quand tu retournes sur le plancher, puis tu leur pousses des préalables qui, concrètement, s'expliquent, puis ont des gains importants, puis c'est... Même s'ils ne voulaient pas faire la transformation numérique, ça aurait apporté des gains à leur entreprise,
Mais quand tu remontes au leadership ou au dirigeant ou au responsable, puis que lui-même met constamment des bâtons dans les roues parce qu'il n'est pas capable de prioriser son objectif d'entreprise, bien, c'est un énorme frein à la transformation ou même à l'amélioration continue, tu sais. Fait que de mes expériences terrain, ma vision, elle s'est comme peaufinée autour du fait que sans culture d'entreprise, tous les préalables ne peuvent pas mener à une transformation numérique, tu sais. Puis quand je dis culture, bien, ça inclut la participation du leadership, mais aussi la participation des employés, leur réception face au changement, leur alignement face à l'objectif d'entreprise qui, dans ce cas-là, n'était pas communiqué. Donc, ça a comme restructuré vraiment le fondamental de mon approche qui est tu m'embauches pour quelque chose, good, mais la réalité, c'est quoi ton objectif? Puis où veux-tu t'en aller? Puis par rapport à ça, orientons des actions qui vont mener à cet objectif-là. Puis si la transformation numérique est dans le chemin pour réussir, intégrons-la. Mais je ne peux pas orienter vers la transformation numérique avec tous les préalables du monde sans le leadership et la culture d'entreprise, tu sais. Fait que ça a été quand même une grosse révélation pour moi parce que je venais du milieu d'industriel, puis pour nous, c'est productivité, puis je voulais répondre vraiment aux besoins de comment préparer les entreprises à la transformation numérique, mais la réalité réelle, c'est que c'est l'entreprise qui a les rênes. Tu sais, c'est pas le consultant. Non. C'est pas nos idées qui vont mener à terme. C'est les rênes de l'entreprise, sont-ils alignés? Les dirigeants de l'entreprise, sont-ils alignés? Ils réussissent-tu à prendre des décisions stratégiques adéquates pour leur orientation vers l'objectif ciblé? Et après ça, les outils rentrent en ligne de compte, que ce soit l'amélioration continue, que ce soit les technologies. Mais c'est ça. Je me suis rendu compte que finalement, le leadership, la culture organisationnelle, la culture du changement a tombé comme pouf en top de priorité, là, tu sais. Oui. Avant, j'étais très, très amélioration continue parce que, tu sais, c'est ça mon background. Puis on voit les gains rapidement en amélioration continue, mais pas malheureusement, heureusement, mais malheureusement, tu sais, c'est incitatif parce que tu te dis, voyons, j'ai tout le temps des gains quand j'adresse la non-valeur ajoutée, mais puis là, ça revient à ma définition de tantôt qui était sur un projet de long terme, tu sais, c'est comme la transformation numérique, c'est pas je la mets à on, elle est finie, je la finis, puis c'est tout, tu sais. Fait que sur une vision à long terme, sans leadership et culture d'organisation, c'est tellement difficile d'avancer, là. Puis j'ai l'impression, on parle souvent de la PME, là. Ouais. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire là, c'est beaucoup plus significatif. Puis là, ça, c'est une hypothèse, là. C'est beaucoup plus significatif pour les petites entreprises parce que c'est souvent un dirigeant unique. Oui. Et aussi, la personne qui est porteuse de la culture d'entreprise, c'est souvent ce dirigeant unique-là. Puis c'est lui qui a l'argent, tu sais. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel, puis c'est lui qui a le pouvoir d'influence aussi. Oui. Puis le pouvoir d'influence, tu sais, si t'es dirigeant d'une entreprise de 250 personnes, c'est dur d'avoir un pouvoir d'influence sur 250 personnes. Mais surtout parce que souvent, tu as un directeur général, tu as des VP, tu as du monde qui sont assis autour de la même table. Dans les PME, où que c'est le propriétaire et le directeur général et le président, c'est lui qui injecte l'argent. C'est la même personne. Hein? C'est dur que lui-même ait une discussion avec tous ses chapeaux, tu sais. Oui. Fait que non, je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion. Mm. Puis c'est quelque chose moi, c'est mon expression préférée, la gestion du changement. Oui, bien j'adore moi aussi. Tu sais, c'est ce qui moi, c'est ce qui me marque le plus dans toute transformation. C'est puis des fois, il faut le faire avec soi-même. Ah, puis tu sais, c'est tellement négligé. Oui. Dans le sens, là, ça mène à une autre question que j'avais pour nous, tu sais, c'est quoi un certain conseil qui peut faire une énorme différence dans la transformation numérique? Oui. Puis pour moi, ma réponse, ce serait adresse la gestion du changement. Puis dans le sens, néglige-le pas. Non. Je me rappelle pas de la statistique, je suis pas bonne avec les chiffres de mémoire comme ça, mais
il y a un certain pourcentage de ton budget à titre d'un projet technologique qui devrait être investi dans la gestion du changement. Oui. Puis c'est très rarement fait, tu sais. Non, c'est très rarement fait, puis c'est pas... C'est encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Oui. Tu sais, mais il faut aller passer du temps. Si on est la personne qui porte le flambeau d'un projet numérique, il faut aller passer du temps avec les utilisateurs, avec les usagers, les différents systèmes, les différents outils. Mais c'est surtout passer du temps avec une ouverture d'esprit. Ça se peut que toi, comme dirigeant, tu aies déjà pris ta décision. Mais quand tu vas les voir, tu vas pas leur pousser une décision. Tu vas pour les écouter, comprendre c'est quoi leurs irritants, comprendre où sont leurs inquiétudes pour, après ça, de les aider à adresser ce changement-là adéquatement. Puis là, on revient aussi à l'humain, là. Mais pas toute personne va réagir au changement de la même façon. Il y en a qui triplent le changement. Il y en a qui sont super réticents. Il y en a qui ça leur fait peur, que ça les angoisse. Il y en a qui... Tu sais, fait que, à titre de dirigeant, si tu as une ouverture d'esprit puis tu es ouvert, bien que tu ne vas pas adresser ton accompagnement dans le changement de la même façon pour tous tes intervenants, tu sais. Oui, absolument. Fait que ça, moi, c'est un de mes conseils majeurs maintenant. C'est comme, tu y penses, on pense tout à ça au changement. On sait que c'est un changement qui s'en vient, mais considère-le comme étant une étape cruciale à ton succès. Absolument. Puis cette étape cruciale-là va coûter de l'argent. Oui. Mais va mener à un succès. Ou une plus grande chance de succès. Une plus grande chance de succès, mais surtout, ça peut éviter, après ça, d'avoir des retards dans le projet, d'avoir des difficultés à avoir les retombées espérées parce qu'il y a une résistance. Je pense que c'est le travail au préalable qui va avoir le plus grand bienfait plus tard. Oui. Parce que rattraper une réticence, c'est tough. Ah non, c'est vraiment tough. Mais la préparer, puis l'accompagner, ça doit être plus facile, tu sais. Oui. Là, il y a une autre petite chose que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, vu qu'on fait un tour un peu de notre opinion par rapport à la transformation numérique. Dans les dernières années au Québec, puis là, c'est un peu moins le cas, tu sais, je pense que ça a comme un peu fade out, mais disparu pour le francophone. Tu sais, il y a eu quand même beaucoup de discours de peur par rapport à la transformation numérique. Quand je veux dire discours de peur, c'était comme fais-le, sinon ton entreprise elle va mourir, elle ne survivra pas, go, fais-le, pose-toi pas de questions, fonce. Oui. Moi, c'est dans cette ère-là que j'ai commencé ma maîtrise, dans le discours de comme go, il est temps, t'es déjà en retard, sinon ton entreprise va mourir. Puis c'est ça qui m'a vraiment comme choquée, parce que j'étais comme arrête de pousser cette information-là si t'es pas capable de me donner les outils pour m'aider à commencer. Fait que de là, moi, mon sujet de maîtrise qui était comme c'est quoi les préalables à la transformation numérique. Mais comment toi, tu te sens par rapport à ce discours-là? Je sais qu'il est un peu moins présent, mais il est encore quand même là. Puis là, c'est juste que le mot transformation numérique a changé pour intelligence artificielle, c'est ça. Ouais. Mais je considère que la transformation numérique sera un passage plutôt obligé pour les entreprises. Oui. Parce que si toi, tu n'es pas en train de faire des changements, ton compétiteur est en train de le faire, il se démarque. Oui. Donc, concrètement, le fondamental du discours est valide. Dans le sens, c'est sûr que si tu arrêtes de t'améliorer, tu arrêtes d'avancer, tu arrêtes de t'adapter, tu risques de perdre des parts de marché, tu risques, au fil du temps, de nuire à ta pérennité d'entreprise et donc potentiellement à disparaître. Ça, je ne m'astine pas là-dessus. C'est valable, je comprends. Mais le discours de peur, toi, c'était quoi ton opinion par rapport à ça? Je trouve qu'il y a... J'aime pas inciter ou influencer les gens par la peur. Non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est insidieux, puis là, c'est mon opinion. Je trouve que c'est insidieux, puis c'est comme si on amenait les entreprises ou qu'on essayait de les amener à... Mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes choses, pour les bonnes motivations. Mais il y a une part de vérité là-dedans, puis je vais peut-être reprendre l'analogie sportive là, qui est à l'origine aussi du choix du gym numérique. Là. C'est que
c'est comme... Bon, mettons qu'on élimine le dopage, puis qu'on considère que le dopage, c'est de la fraude fiscale. Là. OK. Fait que, tu sais, on va éliminer ça, mais on va parler, mettons, de l'entraînement. Puis, mettons que on revient en arrière, puis qu'il y a une nouvelle technologie d'entraînement qui est le tapis roulant. OK, ouais. Puis là, si le tapis roulant donne un avantage, puis que toi, en tant que coureur, tu t'entêtes à ne pas l'utiliser, bien, c'est sûr que tu vas avoir plus de difficultés à atteindre le même niveau de performance. Mais la raison pourquoi tu veux le faire, il y a une nuance entre ne pas vouloir perdre et vouloir gagner. Ouais. Je sais pas si c'est... Je vais essayer de clarifier, là, dans le sens que d'après moi, pour réussir une transformation numérique, faut que tu ailles le désir de l'objectif que tu veux te fixer. Faut que tu veuilles, par exemple, si tu veux développer des nouveaux marchés, mais il faut que tu aies la volonté de développer des nouveaux marchés. Ouais. Tu veux maintenir, tu as un nouveau compétiteur qui apparaît, tu veux maintenir ta part de marché, mais c'est un objectif de maintien, mais c'est un objectif quand même. Faut pas que faut pas que tu joues pour ne pas perdre. Faut que tu joues pour gagner. Là. Ouais. Fait que c'est ou pour performer, tu sais, dans le sens... Ou pour performer. Parce que moi, quand j'entends gagner, c'est comme s'il y avait juste une entreprise qui va finir par gagner, mais c'est pas le cas, tu sais. Non, c'est pas le cas. Il peut y avoir de la place pour plusieurs, oui. Il y a aussi plusieurs perdants. Tu sais, on peut aller dans les deux sens. Mais non, j'aime ça. C'est vrai que ça fait du sens. Puis je pense que la réalité est que quand le discours de peur était là, c'était pas mal intentionné. Non. C'était mal véhiculé. Oui. Mais je pense pas que le fondamental du message était faux. Exact. Puis comme tu dis, c'est à titre d'entreprise, si tu désires perdurer et donc gagner ou performer à travers les années, malgré tes compétiteurs, ben cet aspect d'évolution-là, de transformation-là, doit faire partie de ton identité parce que sinon, tu peux pas perdurer dans la personnalisation de masse si toi, tu n'as aucun contact avec tes clients, tu sais. Il y a quelque chose qu'il faut que tu adresses si tu veux continuer d'avoir une certaine part de marché. Puis ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, de mon point de vue, le discours aurait dû être plus encourageant sur les méthodes de s'y rendre et les outils disponibles pour s'y rendre, les subventions, les accompagnements, les préalables, la sensibilisation, les coachings en gestion du changement, etc., que par le discours de peur. Fait que, c'est plus ça, moi, qui m'a dérangé dans ce discours-là. Puis, tu sais, c'est une façon de se démarquer. Là. Les entreprises qui vendaient des technologies étaient comme « Hey, si tu n'achètes pas ma technologie, tu vas manquer le bateau. » Puis c'est correct, c'est comme un peu de marketing, mais fondamentalement, quand je pense aux entreprises, quand je pense à vous, auditeurs, je me dis « Hey, c'est pas ça que j'ai besoin. » Moi, quand je veux commencer à courir, c'est pas de savoir que quelqu'un est capable de courir son tapis roulant à 3 minutes le kilomètre. Non, je veux savoir qu'est-ce qui est accessible pour moi. Exact. Puis comment, moi, je prends des actions qui me permettraient de me rendre à une certaine performance visée, tu sais. Que ce soit d'acheter des bons souliers, que ce soit de commencer un programme de course, de m'étirer tous les jours, de commencer par des petites distances. Tu sais, je veux savoir comment m'y prendre. Arrête de me dire que je peux pas le faire en 3 minutes. Bien, je sais que je peux pas le faire, mais qu'est-ce que je peux faire pour me permettre de me rendre à 3 minutes le kilomètre? Là, le temps file, et puisqu'on tient cette année à réduire nos durées, je vais faire une dernière petite question qui va vraiment rapper un peu puis remettre de l'avant pourquoi le jeu numérique pour nous est important. Pourquoi l'étape de la préparation dans un processus de transformation numérique est critique pour toi? Oh my God, je vais revenir à l'analogie sportive. c'est par exemple, si tu cours un marathon, faut que tu t'entraînes avant de courir ton marathon. Oui. Parce que sinon, tu vas te blesser, tu vas te faire mal, tu finiras pas, tu vas être malade ou peu importe. Il faut une certaine préparation. C'est critique d'améliorer
d'améliorer tout ce qui est les aspects organisationnels. La transformation numérique ne se limite pas au numérique. Non. Fait que c'est pour ça que d'aller améliorer sa capacité à définir ses objectifs stratégiques, aller améliorer sa capacité à gérer le changement, améliorer ses qualités de leadership, c'est essentiel. La chose, par exemple, que je mettrais peut-être un bémol, c'est de ne pas s'abstenir de débuter parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tous les préalables sur la coche. Non, c'est ça, je suis d'accord. Faut pas se gêner de débuter, puis de faire partir la roue, finalement. Là. Exactement, de faire partir la roue, parce qu'à partir du moment qu'il y a une inertie, qu'il y a un début de mouvement qui se fait, ben là, tu peux dire, bon, ben je prends conscience que mes qualités de leader ont certaines lacunes, je vais aller les pallier. Puis, tu sais, débuter, ça veut pas dire acheter une grosse technologie. Mais non, débuter peut être créer un comité de transformation numérique, nommer un responsable, s'assurer rétablir un plan de match, cibler l'objectif dans lequel on veut se rendre, puis là, créer comme un mouvement, libérer des ressources, commencer à s'informer sur les technologies potentielles, faire un recensement de son entreprise, se faire un diagnostic par une entreprise externe. Ça, c'est toutes des étapes qui sont débutées. Là. Ça ne veut pas dire que j'ai acheté un robot à 1 million, là. Ça veut juste dire que j'ai dans la tête que c'est une priorité pour moi et que je désire tendre vers cette orientation-là. Puis le fait de se questionner, puis le fait, pour ceux qui nous écoutent aussi, le fait de nous écouter, c'est des actions aussi. Oui. Si vous êtes déjà en train de vous questionner, vous avez probablement déjà commencé, puis vous ne le savez pas encore. Vous êtes déjà sur une très bonne voie. Exactement. Fait que c'est vraiment... moi, c'est la chose que j'ai envie de souligner pour les préalables. Oui. Puis, ça revient au point de pourquoi Jonathan et moi, on est motivés par le contenu qu'on vous partage au sein du gym numérique et le balado Les Voies de la transformation. C'est du contenu qui peut vous permettre d'approfondir vos réflexions, vous faire poser des questions, vous soulever des pistes d'amélioration ou des idées ou contacter quelqu'un à l'externe pour qu'il vous aide à faire votre plan stratégique. La réalité, c'est plus vous allez en parler, plus vous allez vous sensibiliser, réfléchir, vous poser des questions, plus vous êtes prêt. Puis, je suis d'accord avec toi que j'ai pas à attendre d'être 100% prêt pour me lancer un premier défi. Tu sais, quand on dit « je veux atteindre un marathon », oui, c'est parfait, mais ton premier défi, c'est peut-être courir le 5 km. Exact. Ton premier défi, c'est peut-être sortir de chez vous puis courir 1 km. Oui. Puis tout ça sont des actions en vue de ta transformation. Absolument. Donc, je pense que le gym numérique est là pour vous aider à réfléchir, vous aider à vous préparer, vous aider à prendre action, puis aussi vous donner quelques conseils pour faciliter ce processus-là. Absolument. C'est ce qui clôt un peu la discussion d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre point de vue sur la transformation numérique, puis ça vous donne un peu pourquoi Jonathan et moi, on est passionnés par ce sujet. Je vous invite aussi à vous questionner, pour vous, la transformation numérique au sein de votre entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Puis c'est quoi votre objectif que vous vous fixez pour accomplir ce processus qui va être parmi vous pour les prochaines années? Est-ce que t'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit à notre page LinkedIn, à nos chaînes sur YouTube, sur Spotify, sur YouTube Music et sur Podbean. Et partagez. Plus on va être capable de toucher les gens pour qui ça peut faire une différence, plus le contenu et la sensibilisation qu'on apporte va faire une différence au sein de nos entreprises ici au Québec. Absolument. Sur ce, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt.